c'est pour Chiche TV, vous pouvez vous présenter chichement? Bien sûr, je suis Éléonore Luna et je suis monitrice de survie et directrice d'une société qui s'appelle Time on Target. Ok. Et là, vous êtes au salon de la survie pour proposer vos stages et pour démontrer un peu ce que vous faites? C'est ça, on propose des ateliers pour montrer un peu ce qu'on fait, des ateliers gratuits toutes les heures sur trouver de l'eau, la filtrer, faire son sac, lire une carte et s'orienter, le pistage animalier, enfin voilà, tout ce qui peut avoir un trait avec l'autonomie dans la nature. Au niveau de faire son sac, vous avez fait tout à l'heure une démonstration à des gens sur ce sujet. Qu'est-ce que vous préconisez par exemple pour des gens qui seraient assez précaires pour avoir un sac pas trop cher et qui leur permette de survivre? L'idée c'est déjà d'arriver à prioriser par besoin. En fait, on va avoir besoin d'assurer ses premiers secours, on va avoir besoin d'eau, on va avoir besoin de nourriture dans un moindre mal et surtout on va avoir besoin de chaleur. La chaleur c'est quoi? Ça va être l'abri et le sac de couchage et ça c'est hyper important. Donc la priorité du budget, il faut qu'elle soit attribuée à ce point là je pense. Après le reste ça peut être fait assez facilement mais du coup trouver un bon sac de couchage synthétique, on en trouve maintenant à pas cher, d'occasion éventuellement. Un matelas de sol efficace parce qu'un bon sac de couchage sans matelas de sol ça marche pas. Et puis en abri, la version low cost qui est très bien, c'est le tarp, c'est juste une bâche de 3 mètres par 3 et ça permet de faire un super abri. Parce qu'on voit des gens dehors dans la rue, eux ils dorment sur du carton, ce qui est assez isolant. Visiblement ils arrivent à survivre avec ça. Ils ont des petites tentes assez ridicules, quechua ou autres. Et leur duvet, souvent c'est des duvets d'été qu'il y avait dans les années 70-80. Comment vous pensez qu'ils arrivent bien à s'en sortir avec ça Et ben, le carton c'est un super isolant, mais vraiment. En fait, les matelas mousse qu'on a, c'est de l'air qui est emprisonné dans des petites capsules en mousse en fait. C'est pour ça que ça marche. Le carton c'est quoi? C'est de l'alvéole qui emprisonne de l'air. Ça marche exactement pareil. C'est un peu moins beau, mais ça marche très très bien. Donc en termes d'isolation du sol, c'est parfait. Éventuellement, si on peut mettre une bâche pour se couper de l'humidité, c'est encore mieux. Et après, là où il va falloir accentuer, il va falloir jouer un peu plus l'accent, c'est le sac de couchage. Et si on n'a pas les moyens, doubler. On peut mettre 2 sacs de couchage l'un dans l'autre ou l'un sur l'autre pour gagner de la chaleur. Des couvertures en laine peut-être aussi? Couverture en laine, c'est très bien, c'est incompressible et ça craint pas trop l'humidité, donc c'est un très bonne alternative. Et souvent la laine est plus chère. Alors pour conclure cet entretien, qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour que les gens viennent visiter ce week-end ce salon et viennent s'inscrire à vos stages? Eh ben, le salon de survivalisme, c'est un mot qui fait un peu peur et en fait on apprend plein de choses, c'est tous les savoirs qu'on a oubliés, toutes les connaissances qu'on a oubliées, c'est revenir aussi sur plus d'autonomie et plus de débrouillardise dans la nature ou ailleurs. Donc c'est une belle occasion de découvrir un nouveau truc. Okay. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite un bon salon alors. Merci beaucoup et puis bonne tournée. Merci. Bonjour, c'est pour Chiche TV, vous pouvez vous présenter chichement? Bonjour, Romain Carrière, instructeur Face Défense depuis 2013. Voilà, donc j'enseigne avec des stages courts aux gens à éviter d'être paralysés par la peur lors d'une agression. Je vois que vous êtes au salon de la survie là, et du survivalisme. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour attirer les gens dans ce salon? Être capable d'assurer sa sécurité personnelle, c'est important de nos jours. Voilà, il y a malheureusement l'insécurité qui explose, donc compter sur la police c'est bien, mais malheureusement elle n'est pas tout le temps là, elle ne peut pas donc être tout le temps là, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver soi-même en tant que citoyen à assurer durant un court temps sa propre sécurité en cas de danger. Et donc vous apprenez des méthodes de base qui permettent de dissuader ou d'arrêter une agression? Exactement, exactement. La meilleure chose à faire de toute façon c'est d'éviter le conflit par tous les moyens. Voilà. Parce que rien ne sort de bon de la violence. Jamais. Donc le but est d'être vigilant, d'être attentif à son environnement pour éviter le conflit, de communiquer pour dissuader un éventuel agresseur, et si tout ça ne marche pas, à ce moment-là on voit en effet du coup des techniques de frappe pour pouvoir préserver sa propre intégrité physique. Alors j'ai vu que vous avez fait une démonstration avec une jeune femme là, qui vous a donné des coups dans les parties, et j'ai vu après qu'elle avait comme un sourire, elle était, je sais pas comment dire,
elle se sentait plus libérée, quoi, peut-être. Elle a vu qu'elle était capable de le faire. Elle a vu que même si je passe 40 kg de plus et que je mesure 40 cm de plus qu'elle, que si elle frappe entre mes jambes en criant et que si elle s'acharne sur mes yeux avec ses doigts en criant avec la claire intention de survivre, elle voit que ça marche. Et ça, c'est important pour la prise de confiance, la prise en assurance, afin qu'elle ne reste pas paralysée lors d'une éventuelle future agression. Mais dans un cas concret, c'est une petite question humoristique, si quelqu'un venait vers vous, que vous étiez censé protéger une porte d'entrée, et quelqu'un venait vers vous avec ses amis, et qui vous pousse en criant « La République, c'est moi !» qu'est-ce que vous feriez? Je pense que je buggerais une seconde et après j'éclatais de rire. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Pour une documentation précise et accessible. Donc à cette heure sur la zone des conférences libres autonomes. C'est pour Chiche TV, tu peux te présenter Chichement? Oui, bonjour Chiche TV. Alors Didier, je suis maraîcher bio depuis 6 ans maintenant à peu près. J'anime la chaîne YouTube Mon Potager Plaisir. Je donne plein de conseils en jardinage pour que les gens soient plus autonomes dans leur potager. Et puis depuis une dizaine d'années, je rénove une maison pour la rendre la plus autonome et la plus résiliente possible. Et du coup, avec un collègue, on a écrit un bouquin pour expliquer aux gens tout un tas de conseils et puis dégrossir le boulot. En gros, on a écrit le bouquin qu'on aurait aimé trouver il y a 10 ans pour savoir quelles sont les bonnes décisions à prendre au moment où on se lance dans une rénovation. Qu'est-ce que la résilience pour toi Alors la résilience, moi je la mets en opposition avec l'autonomie. L'autonomie, en gros, c'est ne pas être dépendant de tout ce que peut nous fournir notre société autour, que ce soit de l'alimentation, que ce soit l'électricité, que ce soit l'eau courante. Et la résilience, la différence, c'est que quand on se lance dans des démarches de résilience, on se dit qu'on veut être autonome le jour où éventuellement il pourrait y avoir des coupures d'eau, des coupures d'électricité, ces choses-là. Mais du coup, ça veut dire qu'au lieu d'être tout de suite dans une grosse démarche d'autonomie qui va demander énormément d'énergie, énormément de temps au quotidien, énormément d'argent aussi, eh bien, on peut commencer une transition relativement progressive petit à petit pour être capable de petit à petit de remplacer certains éléments par d'autres. L'autre avantage aussi, c'est qu'on ne va pas du coup trop tirer sur le matériel dont on a besoin pour notre autonomie, et donc on va mieux le préserver pour le jour où il y en aura vraiment besoin. Quel serait ton premier conseil à quelqu'un qui voudrait acheter un terrain ou une maison pour la choisir? Ouais, alors le premier conseil, c'est de faire une longue checklist de tous nos besoins. Et une fois qu'on a fait ça, de comprendre qu'on ne trouvera jamais la maison qui répond à tous ces points. Et du coup, de se baser là-dessus, de prendre ça comme une force qui va nous permettre de savoir quels sont vraiment les points les plus importants, les points auxquels je tiens vraiment, et pour tous les autres points, et même éventuellement pour les points les plus importants, se dire si je ne trouve pas ce point-là dans le lieu qui me plaît bien, qu'est-ce que je vais avoir comme autre possibilité? Par exemple, si j'ai pas une source sur le lieu que je cherche, est-ce que je vais pas pouvoir tout simplement partir sur une récupération d'eau de pluie? Et à chaque fois, pour tous les points importants, se poser la question de qu'est-ce que j'aurai comme plan C, B et comme plan C au cas où j'y arrive pas. Et bien avoir conscience que le lieu parfait, il n'existe pas de toute façon. Donc surtout pas partir dans une recherche en disant je vais trouver le lieu parfait. Parce que ça, c'est voué à l'échec. Donc plutôt se dire voilà les compromis que je suis prêt à accepter et pourquoi, et en sachant que c'est pas des compromis sur lesquels je vais rogner sur mon confort, puisque j'ai un plan B et j'ai un plan C. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ton livre comme idée, Alors dans le livre, en gros, on commence par amener les gens à se poser les vraies questions sur de quoi ils ont vraiment besoin. Est-ce que
tel prérequis auquel ils attacheraient peut-être de l'importance, est-ce que finalement c'est si important que ça? Et inversement, quelque chose qu'ils auraient complètement négligé, attention, ce point-là, il est vraiment important. L'isolation, par exemple, ça pourrait être très important. L'eau potable, ça pourrait être très important. Et on ne se pose pas forcément cette question-là. Donc on commence par vraiment amener les gens à se poser les vraies questions vraiment importantes. Et pour chacune de ces questions-là, on ne donne surtout pas la réponse parfaite. Parce que là encore, il n'y a pas une réponse unique. La réponse que moi j'ai choisie, la réponse que Rémi a choisie, Rémi le co-auteur, ça ne sera jamais la même réponse pour tout le monde. Et du coup, on va plutôt montrer tout l'éventail de possibilités qui s'offrent aux personnes qui sont dans cette démarche-là, pour qu'elles aient la chance de se poser vraiment la question et se dire, ok, dans mon cas précis à moi, ça sera plutôt de telle manière que je vais répondre à telle problématique, ou de telle autre manière. Mais la personne qui se pose cette question, quelles seraient les erreurs à ne pas commettre? Par exemple, acheter un terrain pollué, ça peut arriver, quoi. Ouais, ça peut être effectivement une des erreurs. Moi je pense que la principale erreur, ça va être de faire confiance à un marchand qui va vouloir te vendre sa solution. Quand on va tous les voir, ils ont tous des solutions différentes, mais c'est la meilleure à chaque fois. C'est la meilleure parce que c'est celle qui répond le mieux à la problématique que eux ont projetée. Mais c'est pas forcément ce qui va répondre à la problématique de la personne qui va les voir. Ils essaient de nous faire rentrer dans un moule qui répond à ce qu'eux ont prévu. Nous justement, on veut montrer aux gens qu'il y a tellement de manières de répondre à une question donnée que ça va être justement en connaissant tout l'éventail derrière qu'ils pourront aller voir les bons interlocuteurs derrière. Nous, on n'a aucune solution à vendre derrière. On a de pourcentage sur la vente de rien du tout derrière, que ce soit du solaire ou quoi que ce soit. Par rapport à la région où la personne souhaite aller, il y a des gens qui veulent aller à côté de la mer parce qu'ils pourront aller chercher des crabes, des machins. D'autres qui préféreront aller à la montagne pour d'autres raisons. Ouais, c'est ça. Mais ils auront des problèmes de pente s'ils veulent cultiver. Alors des problèmes de pente, ou ils auront la chance d'avoir de la pente, mais selon la manière dont on voit. Ouais, c'est ça, exactement. Et quel que soit le lieu, il n'y a aucun lieu vraiment pourri en fait. Il y a toujours moyen de comprendre par rapport à ses propres besoins, en quoi ce lieu va pouvoir répondre à nos besoins. Et c'est justement ça la force, quoi. C'est de prendre le temps de se poser les questions, et quand on arrive dans un lieu, de se dire, ce lieu-là, il est parfait pour moi parce qu'il répond à ça et ça, à ça. Il va pas répondre à deux autres trucs qui sont importants, mais c'est pas grave parce que j'ai un plan B. Mais voilà. On le dit dans le livre, le lieu parfait n'existe pas, mais votre futur lieu est parfait, parce que vous allez le rendre parfait au fil des années. Je te remercie. Tu as un petit mot pour inciter les gens à venir au salon Oh ouais, franchement, venez. Mais c'est nous, on était venus il y a 3 ans là, à la dernière édition, et on était ressortis complètement reboostés. Et là, ça fait même pas une journée, et on est déjà à fond. On est reboosté pour 1 an. C'est génial. C'est un lieu où on rencontre plein de personnes qui sont dans la même démarche. Il y a tout un tas de vendeurs aussi qui sont spécialisés dans tout un tas de domaines et qui peuvent répondre à plein de questions vraiment techniques. Et donc ça, c'est vraiment important. Et puis surtout, quand vous êtes sur un stand, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont poser la même question que vous. Vous allez sympathiser, vous allez repartir avec plein de potes. Il est génial ce salon pour ça. Je te remercie beaucoup, je te souhaite un bon salon alors. Merci à toi, merci Cherche TV et salut.